Bonjour. Dans les leçons précédentes, nous avons parlé de la viabilité sous les angles usage et technique. Aujourd'hui, Philippe Zilberzahn va aborder ce sujet sous un autre angle, plus proche en fait de la construction d'un business. Alors, merci Jean-Patrick. Effectivement, dans cette leçon, nous allons revenir sur la notion de viabilité avec un angle plus spécifiquement entrepreneurial, économique. Alors, vous êtes maintenant très familier avec le triptyque désirabilité, faisabilité et viabilité. Donc, aujourd'hui, on se focalise sur la viabilité dans cette leçon. Alors, dans le modèle de Tim Brown, la viabilité, c'est un équilibre entre l'innovation émotionnelle et l'innovation de process, hein, désirabilité et faisabilité, qui permettra d'être performant à l'innovation sur le marché à venir. Dans le modèle IDEA de projet Design Thinking, on va plus loin que Tim Brown on fait intervenir le réseau d'acteurs dont on a déjà parlé, Marie vous en a parlé précédemment, et ce réseau d'acteurs, on le fait intervenir en tant que socle du déroulement du projet et du déploiement de l'activité. Donc pour nous, la viabilité a une dimension économique et sociale très importante et sur laquelle on va donc revenir. Alors qu'est-ce qu'on entend par viabilité sociale? Et bien souvent, la viabilité est entendue comme économique. Être viable, c'est gagner de l'argent pour un projet. Donc un projet est viable s'il gagne de l'argent. Ici, on a un sens plus général. Pour nous, un projet est viable si, en quelque sorte, il apporte de la valeur à quelqu'un. Donc il faut expliciter ces deux notions. Qu'est-ce qu'apporter de la valeur et à qui on va apporter de la valeur? Alors, apporter de la valeur, là encore, on a souvent une définition économique, hein. En économie, la valeur, pour simplifier, c'est ce que ça rapporte moins ce que ça coûte, qui est un des déterminants du choix d'un client face à un produit, par exemple. Mais ici, le sens qu'on va donner à valeur, c'est en quelque sorte de permettre à quelqu'un de faire quelque chose qu'il ou elle ne pouvait pas faire avant, hein, donc d'offrir des possibilités nouvelles au sens le plus large possible, d'accomplir des tâches nouvelles, des choses qui n'étaient pas possibles avant, ou de permettre de les accomplir plus simplement, de manière moins compliquée ou moins chère. Alors, on a vu avec l'exemple de Dyson, hein, qui a été discuté beaucoup sur les forums, que Dyson permet d'aspirer sans sac, ce qui est à la fois plus pratique et plus efficace. Donc la valeur avec l'aspirateur Dyson est dans la simplicité et l'efficacité, si on résume, au prix peut-être d'un aspirateur plus cher, mais au final, les gens qui achètent les aspirateurs estiment que la valeur est réelle. Et donc l'apport de cette valeur est l'objet même de l'innovation. Alors à qui apporte-t-on de la valeur? Là encore, la valeur, eh bien, on pense souvent à la valeur client, mais il faut bien savoir qu'un projet d'innovation n'apporte pas de la valeur qu'au client, même si bien évidemment au final c'est un peu sur ce client qu'on va se focaliser. Mais un projet d'innovation apporte de la valeur à un grand nombre d'acteurs. Alors on pense aux partenaires, aux fournisseurs, aux distributeurs. On a donc un ensemble de gens qui vont en quelque sorte tirer avantage, tirer parti de notre innovation. Alors si on reprend l'exemple de Dyson, on peut imaginer par exemple une entreprise qui se spécialise dans la réparation des aspirateurs Dyson, qui nécessite la mise en œuvre et le déploiement de compétences particulières. Eh bien, le réparateur spécialisé Dyson aura évidemment intérêt à la réussite de Dyson en tant qu'entreprise. Donc on le voit, il s'agit donc ici, quand on parle de réseau d'acteurs, de créer ce réseau comme un ensemble de gens, d'acteurs, individus, organismes, qui ont intérêt à la réussite de l'innovation que l'on déploie avec notre projet. Donc il s'agit en quelque sorte de créer ce groupe, de l'animer, de le faire se développer, et donc de susciter l'intérêt des acteurs qui composent ce groupe. La viabilité de l'innovation, donc du projet innovant, est donc réussie lorsque ce groupe d'acteurs est constitué et qu'il grandit en quelque sorte et qu'il évolue vers le nouveau marché. Donc c'est en ce sens qu'on parle de viabilité sociale, hein. Il s'agit d'apporter de la valeur à un nombre croissant d'acteurs de notre environnement. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'apporter cette valeur? On l'a déjà un petit peu vu, mais évidemment, si on apporte de la valeur par notre projet d'innovation à ces acteurs, ils auront bien évidemment intérêt à notre réussite et donc ils vont s'engager en faveur de cette réussite. Alors, concrètement, cet engagement se traduit par un apport de ressources qui permet en retour au projet de grandir et de se développer. Alors, les ressources peuvent être multiples, hein. On imagine un premier client qui passe une précommande. Cette précommande nous permet d'aller plus vite dans le développement, nous apporte des ressources financières, même si le produit n'est pas encore terminé. Un distributeur peut s'engager à mettre le produit en vitrine. Un internaute peut s'engager à parler du produit sur son blog, etc., etc.
Alors, si on reprend l'exemple d'un des projets étudiants qu'on a mentionné précédemment, celui de la Courge, eh bien, il s'agit d'un projet pour créer des jardins et des potagers en ville. C'est un projet qui a basé son développement sur la fédération d'un réseau d'acteurs locaux. Et ce qui est intéressant, c'est que cet acteur, initialement sollicité, on va dire, de manière un petit peu passive, eh bien, devient de plus en plus actif dans le développement du projet et donc dans la transformation de ce projet en une activité économiquement rentable dans le futur. Alors, cette approche ouvre une perspective nouvelle sur la notion d'acteur. Au début, on a évoqué les acteurs au sens de mieux comprendre leurs besoins, par rapport à ce qu'ils exprimaient, hein, c'est quand on revisite le brief. On voit ici qu'avec la viabilité, il s'agit d'aller bien au-delà et de ne pas se concentrer seulement sur le client qu'on doit comprendre, mais sur un ensemble d'acteurs. Et donc, il est extrêmement important dans le déroulement du projet de se focaliser non pas seulement sur ce client, mais sur l'ensemble de ces acteurs, parce que sinon ça fragiliserait eh bien, la réussite du projet. Cette implication des acteurs peut bien évidemment aller jusqu'à ce qu'on appelle la co-création, c'est-à-dire que on implique activement ces acteurs dans la conception du produit ou du service en démarrant très en amont. Alors, en résumé, dans cette leçon, on a défini la viabilité d'un projet. La viabilité, pour nous, c'est la capacité à susciter l'intéressement et l'engagement d'un nombre croissant d'acteurs. Dans l'approche design thinking, nous allons donc plus loin que Tim Brown ici, hein, puisqu'on ajoute cette dimension sociale très forte. Ces acteurs deviennent ce qu'on appelle des parties prenantes au projet, donc ils s'investissent dans ce projet à des titres divers. Cet engagement se traduit par un apport de ressources. On a vu que ces ressources peuvent être de nature très différente. On a des ressources tangibles, ça peut être un apport d'argent, un prêt de local, un prêt de machine, une mise à disposition de ressources physiques, mais ça peut être également des ressources intangibles comme de l'information, de la légitimité, si l'un des partenaires, par exemple, décide de s'associer publiquement au projet, etc., etc. Ces ressources permettent en retour de développer le projet, d'accord, plus d'informations, plus de ressources. Et donc la capacité à susciter l'engagement de ces acteurs est donc cruciale pour la réussite du projet. C'est en particulier vrai dans la partie aval de la démarche design thinking. Et donc ce travail avec les acteurs d'implication doit commencer dès les premières phases du projet.